Vous nous appelez 01 80 20 39 21, expulsion. Le ministre de l'Intérieur fait décoller 3 avions avec des migrants illégaux dedans. On va en parler dans un instant. Bruno Retailleau, je suis désolé, mais Bruno Retailleau, ça bouge. Ça envoie, ça envoie du pâté. C'est le retour des charters. Ah non, mais ça envoie du pâté de foie. Gauthier Lebray, on peut expliquer ça? Allez, c'est parti. Donc Bruno Retailleau remet en place les charters. Vous savez, les charters, c'était ces vols groupés à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Charles Pasqua. Le premier charter, c'est 1986 vers le Mali. Donc le principe d'un charter, c'est que vous expulsez dans le même avion plusieurs étrangers en situation irrégulière du même pays. Ouais. Donc là, Bruno Retailleau, il en a fait décoller 3 depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur. Un vers la République démocratique du Congo depuis Mayotte, l'un vers la Géorgie et donc hier vers l'Albanie, avec celui vers l'Albanie une particularité, une majorité de mineurs. Et donc Bruno Retailleau, il veut montrer à travers ça que c'est aussi possible d'expulser les mineurs, et la stratégie, c'est celle de vider les CRA, les centres de rétention administrative, pour libérer l'espace, les places, même chose pour les hébergements d'urgence, et ça se fait aussi grâce et à l'aide de Frontex et les gardes frontières européens. Mais donc il s'inscrit, si vous voulez, dans la lignée, la filiation de Charles Pasqua, de Nicolas Sarkozy. Il avait de la fermeté dans la parole, il en a désormais dans les actes. Non mais c'est fou. C'est fou quand même. Mais après, ça interroge sur les mineurs. Il y a un débat sur les mineurs. Ça interroge toujours. Il l'a fait. Il a tué le débat, quoi. Il l'a fait, exactement. Stop. Il vaut mieux faire que débattre. Parfois. Non mais c'est vrai. Parfois le débat, ça va, c'est sympa 2 minutes, mais à un moment, il faut faire. Il a fait une déclaration forte sur l'AME hier. Oui, je sais. Bruno Retailleau. Alors, il était aux 20h face à Anne-Sophie Lapix hier soir. Ah oui. Alors Anne-Sophie Lapix, elle était énervée. Elle aime pas les hommes de droite, disons-le. Je crois que Bruno Retailleau, Jordan Bardella. J'ai l'impression que Bruno Retailleau est à droite. Non. J'ai l'impression que c'est pas sa tasse de thé à Anne-Sophie Lapix. C'était Anne-Sophie le pic plutôt. C'est la première fois qu'on voyait un ministre de l'Intérieur en garde à vue. Non mais c'est vrai. Un ministre de l'Intérieur en garde à vue. Est-ce qu'on a des extraits d'Anne-Sophie Lapix? Parce que c'est vrai qu'hier c'était quelque chose. Anne-Sophie Lapix avec Bruno Retailleau, et il est en garde à vue. Ouais. Non mais franchement c'est incroyable. Elle est tranquille. Allez, on va écouter ça. D'accord. Peut-être pas besoin d'en faire tout un. Mais j'en fais. C'est pas moi. Sur la ME aussi, vous avez. Mais non. C'est un combat que vous menez. Mais c'est un combat. Pourquoi? Parce que vous dites c'est un combat, mais parce que ce combat trouve des oppositions. Il y a des gens en France, qui voudraient que, à la limite, on accueille toute la misère du monde. Moi, ce que je dis. Vous voulez supprimer quelque chose qui existe. Ce que je dis, non. Ce que je dis, c'est que il faut là encore. On est les seuls au monde à avoir un dispositif aide médicale d'État et des titres pour des étrangers malades. Les seuls au monde. Ce que je veux, moi, c'est qu'au moment où l'Assemblée va débuter l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va dérembourser quand vous irez voir le médecin. Donc on demande aux Français des efforts. Et alors, pour des clandestins qui fraudent la frontière, vous savez ils auraient droit, ce serait surtout open bar. Pour éviter les maladies et laisser mourir les gens, en fait, c'est ça. Mais non, bien sûr que non. Ce que j'ai proposé, c'est transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne laisse mourir personne. Mais on fait encore une fois ce que beaucoup de pays européens font. Mais oui, j'ai quand même du mal, moi, excusez-moi, j'ai du mal. Non, mais elle fait son métier, elle fait son métier de journaliste, c'est normal de pousser un homme politique dans ses retranchements. Fabien Lecoeuf, qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est plus militante que journaliste, parfois, avec certains interviewés. Non, mais il faut le reconnaître. Elle pratique une forme de journalisme à l'anglo-saxonne, et quand les anglo-saxons le font, on dit que c'est formidable. Elle pratique du journaliste, elle klaxonne plutôt, pas anglo-saxonne. Non, c'est des militants, ça se sent dans le propos, mais évidemment, il ne faut pas être journaliste pour le savoir. Ah bien sûr, vous qui êtes journaliste, mais toujours mesuré. Il faut interviewer tout le monde de la même manière dans ce cas-là. Elle n'interviewe pas le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot comme elle interviewe Bruno Retailleau ou Jordan Bardella. Et à la fin, elle accuse quasiment Bruno Retailleau de vouloir laisser mourir des gens s'il rabote l'AME en AMU. Il dit absolument pas. On laisse mourir personne. On intervient en cas d'urgence. C'est le ton qui me tue. D'ailleurs, est-ce qu'on peut me caler cet échange qu'il y a eu entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Alors là, franchement, la façon dont Patrick Cohen a parlé à Éric Ciotti, les gars, si ça avait été chez nous, je vous dis, c'est Arcom direct. Exactement. Mais ce qui est dommage. Et d'ailleurs, je me demande si cette séquence a été signalée à l'Arcom. Je suis désolé. Moi, on parle pas comme ça, Éric Ciotti. Il fait même un petit signe, il se met son doigt derrière l'oreille en disant mais vous comprenez le français? Il y a un peu de mépris. Non, mais c'est incroyable quand il parle à Éric Ciotti. Éric Ciotti a été très bon d'ailleurs. Il est resté très calme. Et les deux, alors ils étaient sur ses côtes. On va réécouter ça dans un instant. Ça parlait du livre de Jordan Bardella. Et de la censure à la SNCF. Exactement. On va en parler dans un instant. Pour le moment, sur l'AME, il y a Nicolas qui voudrait réagir sur Europe 1 01 80 20 39 21. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Nicolas. Alors l'AME, c'est tous les jours. Hein. Tout le monde s'exprime sur l'AME en ce moment. C'est parce qu'il y a Aurore Berger, en revanche, qui elle n'était pas d'accord avec Bruno Retailleau. Ouais. Elle dit que supprimer l'AME coûterait bien plus cher aux Français. C'est ce qu'a dit Aurore Berger. Mais vous en pensez quoi, Nicolas? Oui. Je pense que chacun tire sa couverture politique. Ouais. Après, c'est un peu de la com, tout ça. L'AME, je suis d'accord pour que celui qui cotise puisse avoir des soins, et celui qui cotise pas, il aura juste les soins vitaux. Et puis ça s'arrête là, c'est comme ça dans beaucoup de pays. Maintenant, il y a d'autres problèmes en France. Je pense que le but des représentants politiques, de faire que la vie soit meilleure pour les Français. Et aujourd'hui, elle est de pire en pire, et je pense qu'ils font pas le job, quoi. On est d'accord qu'en ce moment, c'est pour ça, quand j'entends tout à l'heure, je discutais avec des gens que vous connaissez, comme Valérie Benaïm ou autres, Nicolas, il me disait tout à l'heure, concernant, parce que, pour reparler de ça, une petite seconde, sur le voyage au Maroc, parce que vous parlez de ça, on disait oui, ça a toujours été comme ça, mais les gars, les Français n'ont jamais été dans une telle, dans un tel désarroi et dans une, voilà. Donc je vous le dis, donc il faut arrêter de dire on va faire comme avant, on peut plus faire comme avant. Voilà, dans tout. Donc on est d'accord. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Nicolas, mais bon. Moi, j'ai eu un père qui était malade, qui était chez lui, et on dit que les anciens doivent rester chez eux. Faut dire que la sécurité sociale, elle rembourse 2 couches par jour aux anciens qui sont dans leur lit handicapés. Donc moi, j'invite tous les députés, les sénateurs, Monsieur Macron comme tous les autres, à aller 2 fois aux toilettes par jour et à faire le reste dans leur froc. Oh, merci. Alors ça, merci. Vous avez eu Patrick Sébastien au téléphone, Nicolas? Ça me rappelle une phrase de Patrick Sébastien. Merci, Nicolas, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci, je vous embrasse fort, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous rappeler quand vous voulez. On est là, 16h, 18h. On a Yann qui est avec nous d'Occitanie. Bonjour, Yann. Hola, Cyril, comment ça va? Très bien, Yann. Merci d'être avec nous. J'adore cet accent, ça fait du bien. Voilà, j'adore ça. Yann, vous faites quoi dans la vie? Rien du tout. Je suis à la retraite, mais bon, moi, c'est un peu particulier. Mais retraite, vous avez 53 ans? Oui, et alors? Ça va, tranquille. Très bien. Ouais, tranquille. Non, mais en fait, moi, c'est un cas particulier, si tu veux. C'est que j'ai eu un souci de santé. D'accord, Yann, oui. J'ai le cœur qui a tendance à s'arrêter comme ça. Ah, d'accord. Et ce qui fait que dès que je cherche un emploi, le plus dur, c'est pas l'entretien. Le plus dur, c'est la médecine du travail. Ah, voilà. Et à la fin, si tu veux, ça devient plus une contrainte pour l'employeur que pour moi. Oui, c'est sûr. Oui. Donc, tu postules pour un poste, et dès que tu vas à la médecine du travail, les mecs, ils font leur job. Hein. Bien sûr. Mais ils disent, non, vous pouvez pas, donc désolé, merci, au revoir. Ah, d'accord, donc, et après, si tu veux, le parcours pour les handicapés, parce que j'en place une pour les handicapés aussi, là, comme moi. Parce que tu es un handicapé à partir du moment où c'est un handicap qui se voit pas. Bien sûr. Et disons qu'après ton parcours, c'est formation. Ouais. Bon, on te forme, ça, il n'y a pas de problème. Et après, mettons, moi j'avais une expérience pro, on te propose des stages de découverte en entreprise. C'est au cas où tu oublies. D'accord. Ouais, je comprends tout à fait. Et à la fin, donc tu fais ton stage. Forcément, tu n'as pas de perspective d'emploi à l'issue, il ne faut pas rêver. Bien sûr. Et tu retournes au chômage. Et quand tu as fini ton chômage, tu refais une formation. Entre-temps, tu as dû oublier comment ça se passait dans une entreprise. Donc tu refais un stage de découverte. Et puis voilà. En fait, tu fais que des stages, en fait. Ouais, t'arrêtes pas. T'es de la main-d'œuvre bon marché, quoi, en fait. Bien sûr. Yann, vous vouliez nous parler également de l'AME. Vous vouliez dire quoi là-dessus? L'AME, en fait, quand on regarde, on te prélève 3 fois tes soins. On te prélève. Donc la Sécu, c'est pris en charge sur le bulletin de salaire. On te prélève une fois parce que tu payes une mutuelle pour payer la complémentaire. Et à la fin, il te reste à charge. Donc quand tu vas chez le dentiste, un exemple, si tu as l'AME, tu vas chez le dentiste, bonjour, même un soin non remboursé, je veux dire, les maladies parodontales ou des trucs comme ça. Toi, tu payes. Bien sûr. Eux, ils payent pas. Alors, c'est souvent l'exemple qui est donné, Gauthier Leroy, de rien. Alors, moi, je serais d'avis plutôt, moi, on garde l'AME, et on change le nom.
D'accord. Tu changes, tu fais, soit c'est pour tout le monde, mais l'AME, moi je pense aussi, parce qu'on parle des personnes âgées, ok, ils n'ont pas les moyens, t'as des jeunes, ok, ils n'ont pas les moyens, mais les étudiants. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Les étudiants, ils font comment ? Oui, Gauthier Lebray. Il y a quelque chose qui est souligné par Bruno Retailleau et qui n'allait pas, c'est au moment de la présentation du budget, on disait on va moins rembourser les soins des Français, la part sera plus importante pour les mutuelles et moins pour la Sécu, et en même temps on va augmenter le budget de l'AME de 100 millions d'euros. Et donc évidemment tollé, et le gouvernement fait marche arrière et dit on gèle le budget. Mais il ne faut pas croire à cette annonce parce que un budget, l'AME, on soigne tout le monde. Donc si le 1er septembre, vous avez passé les 1 milliard 200 millions d'euros, on dit quoi ? On dit on ne soigne plus personne jusqu'au 31 décembre ? Non, c'est faux. Donc pour réduire le budget de l'aide médicale d'État, il y a 2 solutions. Soit vous retirez des soins du panier de soins qui est trop large, et c'est ce que dit Bruno Retailleau. L'AMU, quand ça avait été budgété par les LR, c'était autour de 70 millions. Donc vous passez d'1,2 milliard à 70 millions, vous voyez que vous faites une sérieuse économie. Ou alors vous réduisez l'immigration, parce que évidemment, vu que plus il y a de migrants, plus il y a d'AME, puisque plus il y a de personnes à soigner. Mais dire on gèle le budget, ça se passe pas comme ça. Vous soignez toutes les personnes qui se présentent à partir du moment où ça existe. Donc soit on dit ce soin-là, il rentre pas dedans, ou alors il faut réduire l'immigration. Mais vous pouvez pas augmenter le budget de l'aide médicale d'État et moins rembourser ceux des Français, c'est impossible. Non, mais jusqu'à présent, ce qu'ils nous ont dit les politiques, c'est on va l'augmenter. Bon, c'est pas passé. On va la geler. Bon, ça passe pas. Mais ils n'ont jamais évoqué le cas de la diminuer. Ils veulent faire des économies. Bon, alors déjà, ils te taxent sur les voyages. Il y en a un, là, il est... Déjà, il y en a un, il a pris l'avis. Oui, il l'évoque, mais au sujet de Bruno, moi j'aime bien, il est gentil, il est vaillant. Bruno, vous l'appelez Bruno, vous tranquille. Oui, c'est Bubu, c'est mon employé. Mais quand il n'était pas au gouvernement, quand il passait, donc lui et sa famille politique, quand il passait à la télé et qu'un journaliste honnête, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de parti pris, lui posait la question en disant « Regardez, le Rassemblement National propose ça », qu'est-ce qu'il disait ? C'est impossible. On ne peut pas. Non, pas Retailleau. Retailleau, il milite depuis longtemps pour modifier l'aide médicale d'État. Quand il était déjà au Sénat, c'était une demande, au moment de la loi Darmanin, c'était déjà une demande des sénateurs LR et des Républicains. Donc ça fait très longtemps qu'il est sur la même ligne. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Bruno Retailleau, mais il a une ligne et il s'y tient. Non, la ligne, je parle du parti. Oui, mais il l'incarnait, c'était le patron des sénateurs LR, donc c'était quand même le plus gros groupe d'élus LR, il est au Sénat aujourd'hui, donc il le tenait, ce groupe. Mais ses camarades du même parti ne sont pas, d'ailleurs, actuellement... Les LR ont la particularité de changer d'avis. Oui, ça leur arrive, ça c'est sûr. Régulièrement. Oui, sur les retraites notamment. Donc si on veut... même sur les expulsions, même surtout, pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, on nous a dit c'est pas possible. Et là, ils communiquent sur quoi ? Ils communiquent sur les départs, sur les avions qu'il a envoyés, sur les migrants qu'il a expulsés. Il y a encore 1 an, c'était impossible, d'après M. Darmanin. Ah non, mais le discours... Alors, on peut pas dire que Gérald Darmanin était particulièrement un laxiste, mais le discours de Bruno Retailleau est encore plus ferme, c'est vrai. Merci. Ah, il est plus ferme, et jusqu'à présent, il communique, ça marche apparemment, ça plaît. Pour moi, il prépare les élections. Moi aussi, pour moi là il commence à avoir, à mon avis ça commence à lui trotter dans la tête. Il commence à ajuster la cravate pour la photo, il n'y a pas de problème. Oui, ça commence à lui trotter dans la tête, c'est sûr. C'est évident. C'est évident. Déjà quand vous êtes ministre de l'Intérieur, ça vous trotte rapidement dans la tête. Exactement. La jurisprudence Nicolas Sarkozy, vous n'avez que la rue à traverser pour changer d'emploi. Et lui avec ce qui se passe actuellement, avec la cote qu'il a actuellement, 80% chez les sympathisants de droite. C'était le sondage du JDD. Et ça vient d'arriver, je pense qu'il va être à 90 ou il va passer le numéro 1, je pense. Et en 5 semaines au ministère de l'Intérieur, il a doublé tous ses concurrents à droite. Exactement. Il est devant tout le monde. Donc effectivement, c'est une folle percée. Fort, c'est que en ce moment, tu as un voyage au Maroc. Oui. Donc Bruno Retailleau, il est rentré. Oui, ils ont pris les 4 avions. Même Bernard Montiel est rentré parce qu'il sera avec nous à la télé ce soir. Ah, vous allez lui demander. Super. Bien sûr, il sera avec nous ce soir. Ils sont allés au Maroc. Oui. Bruno Retailleau, c'est quoi les images ? Il est avec le ministre marocain de l'Intérieur, ils discutent. Oui.
sur de la politique, sur quelque chose de concret. Le président Emmanuel Macron, c'est quoi en ce moment le sujet de conversation? Yacine Bellatar. Voilà. Yacine Bellatar, et pourquoi il est dans l'avion? Bon, moi, je sais, Cyril, que toi, tu l'aimes bien. Non, mais après, comme j'ai dit, ce voyage, sur tous les people, je suis un petit peu tendu là-dessus, voilà, comme j'ai dit. Moi, je ne l'apprécie pas. Bon. Très bien. Mais il y en a un qui fait son job, et il y en a un qui fait polémique. Oui. Il y en a un, il est ministre, l'autre, il est juste président de la République française. Donc, je sais pas, l'image, moi, je suis le roi du Maroc, je regarde les invités, je lui dis, mais c'est qui ces guignols, quoi. Et alors, il y en a beaucoup qui ont été invités par le roi du Maroc, attention. À la demande du roi aussi. Et d'ailleurs, petite info, parce que Yacine Bellatar a dit, j'ai vu Bruno Retailleau manger un couscous, comme quoi tout arrive, et je peux vous dire que l'entourage du ministre de l'Intérieur n'était pas du tout heureux de voir Yacine Bellatar dans la délégation. Bruno Retailleau pensait être interrogé par Anne-Sophie Lapix là-dessus hier, il ne l'a pas été. Il le sera demain matin dans une matinale, et il prépare sa réponse à la présence de Yacine Bellatar. Ça risque de faire du bruit, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ouais, on va en parler demain, je pense. Voilà. Il va prendre ses distances largement avec le président de la République, et c'est pas commun de voir un ministre critiquer ouvertement un président de la République, même avec une période de semi-cohabitation comme celle-ci. Mais voilà, on va entendre Bruno Retailleau, à mon avis, demain matin. Moi, pour l'instant, Bruno Retailleau, je suis désolé les mecs, de vous dire ça, pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute. C'est un truc de fou. Cyril, il fait le job. Par contre, Cyril, tu sais comment avec l'ARCOM en ce moment-là? Bon, là, pour l'instant, pas de news. No news, tu vois, Yann. Non, parce que moi, j'ai regardé une émission de sport sur la 3 le dimanche. Oui. T'as pris combien, toi, pour une marque à l'écran? Je crois 200 000, je crois. 200 000 euros. Alors moi, pendant 45 minutes, j'ai vu le crocodile en gros sur l'écran. Non, c'est vrai, mais c'est ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Il y a un quotidien. Il bien sûr. Rien arrivé. Mais ils regardent pas ces chaînes-là, l'Arcom. Ils regardent que nous. T'as la cote. Et en même temps, je vais en glisser une toute petite dernière. Dites-moi, au Yann. Sujet d'Anne Roumanoff. Oui. Ah oui. Voilà. Sur le JDD, qui avait dit que le JDD était devenu un journal d'extrême droite. D'extrême droite. Bon, alors écoute, l'année prochaine, elle doit venir à Perpignan. Oui. Bon, le maire de Perpignan, tout le monde le sait, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est Louis Alliot. C'est Louis Alliot, exactement. Donc, elle vient, et les 4 députés des Pyrénées-Orientales... Ah oui. C'est vrai. Ils sont du RN. C'est vrai. Donc, elle ne veut pas écrire au journal, parce qu'ils sont d'extrême droite, mais elle vient prendre l'argent de l'extrême droite à la source, chez nous. Non mais alors ça c'est une bonne info, ça, Yann. C'est une très bonne info. Est-ce qu'elle va demander aux spectateurs s'ils ont voté RN avant d'entrer dans la salle, et s'ils ont voté pour Louis Alliot? Ça c'est sûr. Ou les députés RN. Je pense qu'un billet de 50 ou 60 euros, tu lui demandes pas son parti politique. Toi tu le prends. Il est orange, il est beau. Tu vois, Merci. Il a tellement raison avec nous en tout cas. Mais vous avez tellement raison là-dessus, je vous jure. Là vous nous avez donné une bonne info. Merci Yann.